L'adversaire de Faresiam est-il trop confiant? Pavlovic qui compte bien retrouver le chemin de la victoire ce week-end, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Mike Davis, 11-2 en carrière, c'est le futur adversaire du français Faresiam. Ça va avoir lieu samedi soir, et vous allez voir que Davis, il a une façon très particulière d'aborder les combats. Je m'explique. Il dit n'être concentré que sur sa progression et ne pas s'intéresser à son adversaire, même s'il est conscient que très peu de combattants font ça à l'UFC, pour vous dire à quel point il n'a vu aucun combat de Fares, seulement son KO sur Frevola, et ce qu'il explique, c'est que l'américain, Frevola donc, a un style de combat tellement généreux, il est tellement ouvert qu'il offre énormément d'opportunités à ses adversaires de venir le contrer, et que ce qu'a fait Fares finalement n'est pas si extraordinaire que ça. Et puis on peut ajouter qu'il est partenaire d'entraînement de Terence McKinney, qui s'était débarrassé d'Eusiam d'une manière plutôt expéditive au premier round il y a quelques années. Et bien Davis nous apprend qu'il n'a même pas demandé conseil à son partenaire d'entraînement. Il ajoute que de toute façon, le combat ayant duré si peu de temps, il n'y a pas grande leçon à en tirer. Et puis sinon, notre ami Davis, il fait partie de ces combattants qui consultent un psychologue du sport. D'après lui, ça l'aide énormément à ne pas trop compliquer les choses. Et ça n'a pas un impact que le soir du combat, ça l'aide aussi, d'après lui, énormément pendant ses entraînements, et puis juste avant le combat, pendant l'échauffement, dans le vestiaire, etc. Sinon, samedi soir, ils seront 3 combattants de son équipe à combattre sur la même carte. D'après lui, c'est un avantage, ça va créer une ambiance plus détendue. Ils vont aussi avoir l'occasion de couper le poids tous ensemble, et ça on peut le comprendre, c'est quelque chose de très redouté chez les combattants, la perte de poids. Quand tu le fais avec tes amis, et surtout que ces amis ont la même échéance que toi, ça facilite les choses. Et puis, dernier point, ils pourront avoir plus de coachs présents, puisque c'est 3 entraîneurs par combattant, 3 x 3, 9. Ce qu'il explique, tout simplement, c'est que quasiment tous les entraîneurs de sa salle seront présents, et ça, forcément, c'est aussi un sacré avantage. Toujours sur cette carte, on devrait avoir un magnifique choc de striker, Michael Venom Page qui va affronter Sharapudin Magomedov. Michael Page, on le sait, à la base c'est un poids welter, moins de 78 kg. Ce combat-là va avoir lieu chez les moins de 84, la catégorie supérieure. Dans son esprit, à Michael Page, c'est juste un seul combat dans la catégorie et ensuite il retourne chez les welter, une catégorie dans laquelle, d'après lui, il a toujours des choses qui l'intéressent. Par exemple, le top, ce serait Leon Edwards, son compatriote, chez eux en Angleterre, il en avait déjà parlé. Maintenant, s'il y a une belle opportunité qui se présente chez les poids moyens, il ne ferme pas la porte non plus, il explique qu'il faut parfois savoir mettre le classement de côté et puis aller faire des combats intéressants pour soi, mais aussi pour le public. Et puis c'est plutôt logique avec sa mentalité, il a rejoint l'UFC il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un an. Il est dans une phase de sa carrière assez avancée et il avait expliqué qu'il n'était pas là pour un long moment, mais plutôt pour un bon moment. Donc pour l'instant, la logique est respectée. Sharapudin Magomedov a déclaré qu'il allait rester debout dans ce combat. Bon, lui, son idée là-dessus, elle est assez claire. Tous ses adversaires ont dit la même chose, jusqu'au moment où, dépassés debout, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'aller chercher un takedown. Il affirme aussi que c'est lui qui a demandé ce combat et que lorsqu'il l'a évoqué à l'UFC, tout de suite, l'organisation a eu l'air très enclin et a tout fait pour que ce combat ait lieu. Il aurait aussi aimé, il y a quelques années, affronter Stephen Thompson. Maintenant, il a tenu à modérer les choses. Les deux ont un style très similaire, peut-être même trop similaire. Le combat pour eux aurait été intéressant, il y aurait eu beaucoup de feintes, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, mais il n'est pas sûr que pour le public ça aurait été très intéressant à voir. Et puis de toute façon, maintenant les deux sont devenus amis, et s'ils devaient s'affronter, il faudrait que la compensation financière soit au rendez-vous. Avant de continuer avec ce combat, direction la Russie, direction les poids lourds, Sergei Pavlovich, il va être confronté à Rozenstruik, un combattant qu'il juge explosif, rapide mais aussi expérimenté. Pavlovich, il n'est pas sur la meilleure série de sa carrière, c'est le moins qu'on puisse dire. 2 défaites de suite, une contre Aspinal, une autre contre Volkov. Il sent bien aussi que le public a un peu perdu espoir en lui, qu'il ne mise plus trop sur lui pour devenir champion, mais il explique que ça fait partie du sport, tu tombes et tu te relèves toujours, tu ne peux pas faire une carrière sans ça.
Il assure aussi avoir beaucoup appris de ses défaites, même s'il a botté en touche à chaque fois qu'on l'a questionné sur son combat face à Volkov. On sent qu'il a des regrets dans ce combat et qu'il préfère regarder devant. On peut comprendre bien sûr. Il y a aussi beaucoup de personnes qui critiquent son style et un journaliste lui a fait remarquer, la critique principale, hein, c'est qu'il serait un peu limité techniquement et qu'il ferait en fait toujours la même chose. Il a une réponse assez simple, hein. D'après lui, il vaut mieux connaître une technique et la maîtriser à la perfection qu'en connaître mille mais ne pas savoir comment ni quand les utiliser. C'est un point de vue qui s'entend. Et puis idéalement, même s'il sait que la réalité est souvent assez éloignée de ce qu'on souhaiterait, il voudrait lui combattre 3 ou 4 fois par an. Retour maintenant dans ce combat, hein, qui fait presque office de main event aux yeux des gens, hein. Bon, allez, faut pas aller trop loin non plus. Adesanya, ça reste Adesanya, mais Sharapudin Magomedov contre Michael Venom Page, ça fait énormément parler. Quand le Russe évoque ce combat, il parle d'un combat de rêve qui va plaire au public et que lui est là pour faire de gros combats. Il est prêt à tous les scénarios, il pense même que l'Anglais va envoyer un takedown, mais il n'est pas convaincu que même s'il réussissait à l'amener au sol, il puisse l'y maintenir. Il estime aussi que son striking et son cardio sont bien supérieurs à celui de Michael Venom Page. En pied-point, l'Anglais vient d'un style qui était plutôt concentré sur la touche, alors que lui, avec le Muay Thai et le Lightweight, cherchait le KO, cherchait à faire mal sur toutes les frappes. Bon, on en a parlé juste avant avec son adversaire, hein. Et par contre, s'il donne justement à cet adversaire l'avantage de la vitesse et du mouvement, moi personnellement, j'ai peur qu'on soit peut-être un peu déçu sur ce combat. J'ai l'impression que les gens s'attendent à une bagarre, à une guerre, mais il ne faut pas oublier, hein, que Michael Venom Page, il est plutôt intelligent dans son striking, il touche, il ressort, il tourne. On pourrait avoir un combat où il ne fait que ça et où Sharapudin n'arrive pas à trouver la distance, n'arrive pas à le toucher, et du coup un combat qui serait peut-être bien moins intéressant, pardon, que ce dont à quoi on s'attend. On lui a aussi posé une question assez intelligente. Toi, tu combats en moyen, lui en welter, tu cherches à te rapprocher de la ceinture. Qu'est-ce que tu as à gagner dans ce combat? Et il a fait une super réponse. Le main event, c'est Israel Adesanya contre Imavov. On devrait avoir du beau striking. Et bah lui, il veut tout simplement prouver qu'il est le boss final, pour le citer, du striking, qu'il a un striking d'exception et que maintenant, plus personne ne pourra le nier. Vous le savez, il est borgne, il est aveugle de l'œil droit. On lui a demandé s'il était gaucher ou droitier parce qu'il change tout le temps de garde. Il dit qu'il sait faire les deux, qu'il n'est pas gêné par sa vision, qu'il soit en gaucher ou en droitier, et puis qu'à partir du moment où ses adversaires savent qu'il ne voit pas de l'œil droit, tous ont essayé de le mettre KO avec un crochet gauche, mais aucun n'a réussi jusqu'à maintenant. Et puis enfin, suite à ce combat, il aimerait encore 3 victoires, ou il pense en tout cas qu'il lui faudra encore 3 victoires avant d'accéder au titre. Il compte revenir après le Ramadan face à un adversaire classé devant lui idéalement. Il a eu une phrase magnifique que je vous cite: les pirates n'attaquent pas les bateaux de pêche, mais plutôt ceux qui transportent de l'or. C'est un sacré personnage, hein. Magomedov, franchement, dans la cage, je l'ai déjà dit, j'ai quelques doutes, mais en tout cas, il sait se vendre et ça marche très très bien. Et puis sinon, il a fait son camp d'entraînement à Dubaï, il est resté 1 mois et demi là-bas, et puis il nous a aussi appris qu'il était en contact avec eSport, afin qu'ils ajoutent dans le jeu UFC le double coup de poing retourné, hein, qui lui a permis de s'imposer dans son dernier combat, mais aussi un coup de pied qu'il avait envoyé dans un combat précédent. Coup de pied, en fait, il était au sol, il avait réussi à envoyer une jambe, ça avait été assez spectaculaire. Apparemment, eSport travaillerait là-dessus. À l'UFC 312 maintenant, le frère de Topuria, Alexandre Topuria, va affronter Colby Thickness. Mais ce qui est très drôle, c'est que Topuria, bien sûr, sera dans le coin de son frère. Mais Alexander Volkanovski sera dans le coin de Thickness puisque les deux sont des sparring partners de très longue date. Je pense que c'est une situation qui peut porter à sourire. Je vous disais dans la dernière émission que Merab Dvalishvili et Petroyan allaient participer à une émission de télé-réalité qui s'appelle Celebrity Hype, qui est l'équivalent du TUF de l'Ultimate Fighter en Russie. Arman Saroukian et Shimev y avaient participé. On apprend ce matin que Merab a décommandé au dernier moment et que du coup Petroyan n'est plus prévu non plus dans la production. On n'a pas plus d'informations que ça, mais c'est quand même une perte d'argent. Alors Merab est devenu champion, il voit peut-être moins les choses comme ça, mais Petroyan, qui est toujours dans sa quête de ceinture, j'espère que ça n'aura pas trop de conséquences pour lui. Sinon, une rumeur de combat pour l'UFC Mexico City le 29 mars, Moreno pourrait être confronté à Erceg. Très beau combat, un combat en plus qui fait du sens. Dans la dernière émission, je vous disais que Chase Hooper pourrait potentiellement affronter Jim Miller. Ça va être fait, ça va être pour l'UFC Miami, le 314. Ça va se passer le 12 avril. Chase Hooper 15-3-1 en carrière, Jim Miller 38-18, un vétéran devant l'éternel.
Une rumeur de nouveau, Robert Whittaker pourrait affronter Caio Borraio à l'UFC Brésil au mois de mai. Très belle opportunité pour Borraio. Et puis Whittaker, on pensait qu'il allait monter chez les moins de 93. Apparemment, ça ne se fait pas. C'est toujours une bonne opportunité pour lui de rester dans les conversations très intéressantes. Et puis Colby Covington, hein, toujours à Miami, qui pourrait se voir affronter Stephen Thompson. On sait qu'il avait réclamé ce combat il y a un bon moment déjà. J'ai pas grand intérêt là-dedans pour être honnête avec vous. Les deux sont en fin de parcours. Covington bat Thompson, je ne pense pas que ça lui redonne tout de suite une chance pour affronter le gratin de la catégorie. Et puis Thompson, on sent que ça devient de plus en plus compliqué. Après, dans un combat entre les deux, je pense quand même que la lutte de Covington pourrait faire la différence. Mais attention à Thompson qui est très explosif et bien sûr pourrait nous surprendre. Chez les combattants hyperactifs, on a Kevin Holland, et il semble maintenant officiel qu'il affrontera Gunnar Nelson, que l'on n'a pas vu depuis 2023, le mois de juillet 2023, si je dis pas de bêtises, ou peut-être même le mois de mars. Gunnar Nelson, l'Islandais, ça pourrait avoir lieu à l'UFC Londres le 22 mars, il y a beaucoup de sources qui le sortent. Je pense que nous ne sommes pas loin d'une officialisation. Et pour nos amis canadiens, on parle d'un UFC chez vous, pourquoi pas le 315 à Montréal, qui aurait lieu le 10 mai. Eh bien, Kyle Nelson pourrait être confronté, lui, à Nate Landwehr. En tout cas, c'est ce qu'il aimerait. Ce serait un super combat, c'est pas le plus gros nom. Landwehr, il sort d'une plutôt mauvaise performance hein, face au Coréen Choi. C'est un gars qui aime la violence, donc si vous êtes dans le public, vous pourriez voir un bien beau combat. Marlon Vera a défilé lors de la Fashion Week de Paris. J'ai pas vu ça venir, hein, je vous affiche une petite photo à l'écran. Et on sait pas ce que ça va donner dans l'octogone, j'ai pas de nouvelles, sauf si je suis passé au travers pour les semaines et les mois qui viennent. Mais en tout cas, il se fait plaisir et il était à Paris pour la Fashion Week. Alex Pereira, on le sait maintenant, est très proche de Sean Strickland, même si les deux se sont déjà affrontés. Pereira avait gagné par KO, je vous le rappelle. Eh bien, Strickland aura l'honneur d'avoir Alex Pereira dans son coin pour l'UFC 312 à l'occasion de sa revanche face à Dricus du Plessis. On sort de l'UFC maintenant pour la dernière news du jour. Chris Weidman, vous le savez, il sera au GFL maintenant. Je vous disais dans la dernière émission qu'il a hésité pendant longtemps à prendre sa retraite, mais qu'il y a des combats qui l'intéressaient au GFL. Il a donc accepté de signer. Lui, l'idéal pour lui, ça aurait été de laisser les gants dans l'octogone à l'UFC, mais l'UFC a été très honnête avec lui et ils lui ont dit qu'il ne serait maintenant que sur des cartes préliminaires, qu'il ne serait plus sur des cartes principales. Et c'était pour lui peut-être sortir par la petite porte, pardon, ce n'est pas ce qu'il voulait. Donc peut-être qu'il nous le fera au GFL, pourquoi pas, après une revanche contre Rockhold ou je ne sais qui. J'espère que vous avez apprécié l'émission, que vous l'appréciez jusqu'à maintenant. Tout de suite, on va passer à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence tout de suite avec Sling Case LOL qui me dit: Je suis quand même surpris de l'assurance de certains par rapport à une future probable victoire de Nassourdine. Il est complet, oui, mais il est franchement pas transcendant. Contre Canonnier, c'était 50-50 et il commençait à être en difficulté avant de toucher son menton. Contre Curtis, c'était serré aussi, et contre Allen, c'était serré. Il partait dans des eaux profondes dans le troisième round. Et si le combat avait été en 5, franchement, il passait à la trappe. Israël, avant d'être connecté, faisait une masterclass contre DDP. Son striking est à des années-lumière de Nassourdine, et la lutte de Nassourdine qu'on nous vend comme son arme secrète, on a vu ses limites contre Allen, je ne suis pas du tout confiant. Après, il y a eu une discussion avec d'autres qui disaient non, au contraire, faut pas enterrer Nassourdine, tu t'es justifié en expliquant que toi, tu dis pas que c'est mort, tu dis pas qu'il est pas au niveau, mais juste qu'il ne faut pas être trop confiant parce qu'on pourrait être surpris. Et moi, je l'ai déjà dit, hein, je m'attends à un combat très serré. Je pense que la stratégie de Imavov va être très importante. Le coin d'Adesanya, c'est pas des ânes non plus. Il y a de l'expérience. Adesanya, lui, il aura l'expérience de son côté. Le striking, je pense qu'il sera aussi de son côté. Maintenant, il y aura peut-être un peu d'usure chez le Nigérian, je ne sais pas. Mais moi, je m'attends à un combat très compliqué. Espérons que ça le fasse pour le Français. Christopher Johnson, vous allez avoir l'autre son de cloche là qui me dit: Je pense vraiment que Imavov va gagner contre Adesanya s'il mixe bien son striking et sa lutte. Je vois mal Adesanya qui remporte beaucoup de rounds, à moins qu'il nous sorte une défense de lutte potable, ce qui est possible, hein, il a quand même affronté Vettori, il y a des mecs qui ont essayé de le mettre au sol Adesanya, hein, et il a quand même réussi à s'en sortir. Les Américains voient Adesanya lui rouler dessus car c'est le plus populaire et que Imavov ne met pas beaucoup de KO, mais je persiste et signe, si Imavov utilise bien sa lutte, il va remporter ce combat tranquille. Il n'est pas très populaire, mais je crois réellement que sa capacité à lutter est sous-cotée. Dans la team nerd, je pense en effet que Borraio peut devenir champion, et je te rejoins sur Prates qui est extrêmement bon, mais je ne le vois pas champion en raison de la catégorie qui est extrêmement salée et avec des combattants complets. Je suis plutôt d'accord avec toi.
Et tu ajoutes, par contre, je ne sais pas ce que tu penses de Jean Silva, mais je pense qu'il peut devenir champion. Il enchaîne les combats et les KO. Ces 2 derniers combats ont eu lieu à 2 ou 3 semaines d'intervalle, si je me rappelle bien. Le gars est à son prime, très actif et il a du feu dans les mains avec une bonne défense de lutte. On verra, mais Silva m'impressionne par ses performances. Ruffy n'a pas réussi à finir son adversaire sur son dernier combat, mais le gars a l'air très talentueux et va nous proposer de belles choses, je pense. C'est trop tôt pour dire s'il peut être champion ou pas. Concernant Silva, ouais, il est impressionnant, il dégage une puissance, moi, qui me bluffe. Maintenant, j'ai pas encore eu assez de réponses, mais c'est vrai que pour l'instant, tu le vois comme un mec qui peut faire très mal. Attendons de voir quand les adversaires, quand le niveau d'adversité va monter, bien sûr. Mais oui, c'est quelqu'un qui pourrait nous offrir de bien beaux combats dans l'octogone. Et je termine avec Ratila qui me dit pour le combat Leon Edwards contre Bilal Mohamed. C'est en soi pas le cas pour Bilal, être impacté par combattre la nuit, parce qu'il est habitué avec l'horaire américain. Dans l'ancienne émission, je parlais du frère de Leon Edwards qui nous disait que Leon avait été très affecté par le fait que l'événement ait eu lieu en Angleterre, mais à horaire américaine, donc en pleine nuit, main event à 6 heures du matin. Et je disais que bon, bah, c'était pareil pour son adversaire. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. Mais Bilal Mohamed, il a passé au moins une semaine en Angleterre avant. Donc ça veut dire qu'il s'était acclimaté, les rythmes circadiens, etc. Tu vois, vivre la nuit et dormir le jour, c'est pas facile. Donc il a lui aussi, je pense, d'un certain sens, été impacté. Peut-être moins que Leon Edwards. Mais maintenant, le combat, c'est le combat. Et ce jour-là, Bilal Mohamed était bien supérieur. Si vous avez apprécié l'émission, pensez à liker, vous abonner, etc. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission à 17 h. Salut!